Bonsoir à tous. Merci, Monsieur Richir, pour cette introduction. Donc, c'est un grand et un immense plaisir de vous parler ce soir à Lille Grand Palais du bien vieillir. Je suis un pur produit lillois, né à Lille. J'ai fait ma médecine, comme on dit, à la faculté de médecine de Lille. Puis après, j'ai fait une thèse d'université à Paris 7, un an aux États-Unis à la prestigieuse université de Columbia, et je suis revenu à Lille pour vous servir. Un grand merci à Monsieur Richir, à Patrick Berche de m'avoir laissé l'opportunité de vous parler ce soir et également la responsabilité d'animer le nouveau centre prévention santé longévité, Institut Pasteur CHU de Lille, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure. Aujourd'hui, il est important d'avoir les clés du bien vieillir. On connaît de plus en plus de choses. Régulièrement, des publications scientifiques sortent dans la littérature internationale et nous amènent à savoir les choses qu'il faut faire et également à savoir les choses qu'il ne faut pas faire. Et je pense que c'est notre rôle de vous transmettre ces informations. Après, à vous de les appliquer ou pas. Nous, on a le rôle de vous les donner. Ça s'appelle l'éducation à la santé et également de vous motiver. Ça peut s'appeler parfois les entretiens motivationnels, mais en tout cas, ce soir, j'ai le plaisir de partager avec vous les plus grandes avancées, on va dire, et les plus grands conseils que l'on peut donner aujourd'hui pour avoir les clés du bien vieillir. Alors, avant de commencer, je vais vous solliciter qui prend de la vitamine D en supplémentation régulièrement. Bon, il y a un billet de sélection. Je pense que vous êtes pas mal quand même à prendre de la vitamine D. Mais vous allez voir, vous êtes dans le haut du classement très certainement au cours de la longévité. Je vais vous en parler. Alors voilà un peu l'évolution de la longévité dans le temps. Vous voyez qu'à l'époque de l'Égypte ancienne, on vivait 20 ans, 30 ans, grand maximum. Et puis plus récemment, on a ici eu une explosion de la longévité depuis, on va dire, l'après-guerre, avec cette diapositive qui était vraie il y a encore quelques années. Et puis vous voyez les petits points qui montent, qui ne s'arrêtent pas. Et on pensait qu'on allait pouvoir comme ça aller très très loin. Il y a eu une grande étude qui a été publiée l'an dernier au mois de mars dans la fameuse revue Nature, qui en fait a démontré que si on ne faisait pas de bêtises, si on n'allait pas commencer à jouer avec les manipulations génétiques, on irait tous à peu près, si on était sous un globe, si on avait une activité physique optimale, si on avait une activité cérébrale optimale, si on n'était pas exposé à un environnement délétère, on irait tous jusque 110, 115 ans, puis ça s'arrêterait un jour sans problème particulier du vieillissement. Et en fait, la question était donc posée. Aujourd'hui, s'il n'y a pas de manipulation génétique, normalement, on n'ira pas plus loin. Je suis certain qu'il y a des gens qui vont faire ces manipulations génétiques parce qu'on ne pourra pas l'éviter. Après, c'est les questions éthiques qui arriveront, mais ce sera pour après. Donc, en général, on différencie 3 facteurs principaux pour le vieillissement. On a les facteurs génétiques. Malheureusement, on ne peut pas lutter contre les facteurs génétiques, en tout cas pas aujourd'hui. On les hérite de ses parents. Il y a les pathologies, c'est-à-dire les maladies qui nous font accélérer le vieillissement, qui nous font diminuer notre longévité. Et puis, il y a les facteurs environnementaux, dont parlait tout à l'heure Jacques Richir, qui ont une influence aujourd'hui sur notre santé, on en est sûr et certain. En revanche, on ne sait pas très bien quel est le degré d'influence de cet environnement sur notre longévité. Donc, vous voyez ici, vous avez 2 jumeaux et 2 jumelles qui ont des têtes un peu différentes d'aspect. Et en fait, la différence, c'est simplement un facteur environnemental extérieur qui est le tabagisme. Ces 2 jumelles, une n'a jamais fumé, l'autre a fumé, et lui avait arrêté de fumer 15 ans avant son frère. Donc ça, c'est un vieillissement qui se voit, on va dire c'est pas bien grave, mais vous imaginez à l'intérieur le système vasculaire et le facteur de risque de cancer du poumon ou des cancers des voies aérodigestives supérieures. On a tous appris à l'école la pyramide des âges française, qui est quand même une exception dans le monde. Alors l'Allemagne est un peu la même, mais un peu plus lissée, l'Angleterre aussi, les États-Unis, ça c'est quasiment totalement lissé. Et vous voyez qu'ici, en 1945, on avait les séquelles de la Première Guerre mondiale, des enfants, garçons ou filles qui n'étaient pas nés. Là, on se situe en 1979, les séquelles de la Première Guerre mondiale et les séquelles de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, on a appelé ça, tout le monde le sait, le baby boom, qui a commencé vraiment vers 1942. C'est là que les naissances ont commencé à remonter.
Et puis, on a eu le papy boom, et on est en plein dans le papy boom. Et là, je vais vous raconter une histoire qui démarre cette année. C'est ce qu'on appelle ce que j'appelle le gériatric boom. Vous voyez ici la pyramide des âges en 2007 et la pyramide des âges telle qu'elle sera en 2060. Donc, vous voyez, sur les âges inférieurs à 60 ans, il ne va pas y avoir beaucoup de modifications entre aujourd'hui et 2060. En revanche, en 2060, vous voyez toute cette partie, c'est 1942 plus 75 ans. Pourquoi 75 ans? Parce qu'en général, on rentre les patients gériatriques à partir de 75 ans plus polypathologie. Ça veut dire 75 ans plus au moins 3 maladies chroniques évolutives. Donc, vous voyez ce qui arrive. C'est donc aujourd'hui, le gériatric boom est en train de démarrer. À partir de quel âge on vieillit? Il n'y a pas d'âge pour vieillir et il n'y a pas d'âge pour rester jeune. C'est vraiment quelque chose qu'il faut bien garder dans sa tête. Et là, vous voyez ici, par exemple, en ce qui concerne le vieillissement osseux, à partir de 40 ans, vous avez les femmes et là, vous avez les hommes. La maturité totale osseuse se situe à peu près aux alentours de 40 ans. Si on se situe sur un autre vieillissement qui est avec des séquelles assez importantes, notamment les maladies de la mémoire dont nous parlera le professeur Philippe Amouyel, vous voyez ici que le cortex latéral préfrontal, c'est le cerveau qu'on a de ce côté par ici, et les hippocampes, c'est des petites parties qu'on a à l'intérieur du cerveau qui sont vraiment les parties de la mémoire, c'est celles qui sont les plus atrophiées, qui diminuent au cours de la maladie d'Alzheimer. Vous voyez qu'à partir de 20 ans, on a une diminution de la taille du cortex latéral préfrontal et ici, à partir de 40 ans, de la taille des hippocampes. Là, c'est encore pire, on va dire, puisqu'on se situe chez la petite fille. Vous voyez ici l'âge de la petite fille, in utero, la naissance, et vous voyez, c'est ici le nombre d'ovocytes qu'a une petite fille. Son maximum d'ovocytes se situe au 7e mois in utero, c'est-à-dire que quand la petite fille naît, elle est déjà en vieillissement d'ovocytes, c'est-à-dire qu'elle a déjà perdu un certain nombre d'ovocytes. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas d'âge pour vieillir et il n'y a pas d'âge pour rester jeune. Je vais vous le démontrer, je vais essayer de vous motiver en ce sens. Il ne faut pas confondre aussi les maladies dont la fréquence augmente avec l'âge et les maladies directement liées à l'âge. Je m'explique, les maladies dont la fréquence augmente avec l'âge, ce sont ce type de maladies que vous voyez ici. L'âge n'est pas le principal facteur de risque. Bien heureusement, on est plus malade à 80 ans qu'à 20 ans, en tout cas aujourd'hui, mais vous voyez qu'ici, ces pathologies augmentent avec l'âge, mais le principal facteur de risque n'est pas forcément l'âge. En tout cas, il y a des maladies et ce n'est pas l'âge qui prédomine dans ces pathologies. En revanche, pour les maladies directement liées au vieillissement, là, dans ces cas-là, c'est vraiment l'âge qui est le principal, voire même l'unique facteur de risque. Aujourd'hui, définir comment ça marche pour une dégénérescence maculaire liée à l'âge, c'est très très difficile d'y répondre et on sait très bien que c'est l'âge qui est le principal facteur de risque, comme dans ces maladies qui sont citées ici, la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Là aussi, c'est un message fort qu'il faut faire passer. On a tendance dans la vie à mettre des étapes en fonction de l'âge que nous donne notre carte d'identité. On a, vous voyez ici, de 0 à 1 mois, on appelle les nouveau-nés. Le nourrisson, ça va jusqu'à 1 an. La petite enfance, l'enfance, et ainsi de suite. Et puis après, on a le 3e âge. Et puis après, on ne sait pas très bien. Ce qu'il faut vraiment comprendre aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement des âges, comme ça, sur la carte d'identité. À partir de 50 ans, on est une cible pour la silver economy. Est-ce qu'on est âgé à 50 ans? Je vous laisse répondre. J'en ai 51, je ne me sens pas forcément âgé, mais je suis une cible de la silver economy. 65 ans, c'est l'OMS qui définit l'âge avancé ou la vieillesse, c'est à partir de 65 ans. Est-ce qu'on est vieux à 65 ans? Je ne pense pas du tout aujourd'hui. Et puis on avance comme ça en âge. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, certes, il y a les centenaires, 100 ans, il y a les super centenaires, 110 ans, mais à la limite, ceux qui ont passé les 100 ans et les 110 ans, ils peuvent aller très loin et souvent ils vont bien. Et ils vont bien le plus loin possible. On différencie maintenant aujourd'hui, de manière assez courante, 3 états, 3 statuts au cours du vieillissement. Vous avez ce qu'on appelle les vigoureux ou robustes, ça dépend des pays, mais retenez le terme vigoureux ou robuste. Vous avez les fragiles et puis vous avez les dépendants. Les dépendants, c'est vraiment dépendants polypathologiques,
avec beaucoup d'aide à domicile ou des patients qui sont hospitalisés ou qui sont en maison de retraite. Et puis, vous voyez ici le concept de fragilité. Je vous ai parlé des vigoureux robustes, fragiles ou dépendants. C'est quoi la fragilité? Aujourd'hui, c'est un enjeu majeur de santé publique. C'est-à-dire que les critères sont certes connus, mais je ne vais même pas vous en parler. La difficulté, c'est de repérer. On n'envoie jamais un patient faire une prise de sang pour demander comment il est fragile. On n'envoie jamais un patient faire un scanner, une IRM, une scopie, une échographie pour savoir comment il est fragile. La fragilité, aujourd'hui, se définit plutôt par un amaigrissement inapproprié, un amaigrissement involontaire, une faiblesse, une fatigue, une diminution de la vitesse de marche. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose chez une personne âgée, ça veut dire qu'elle est fragile, ça veut dire que s'il y a un événement de santé, elle va avoir du mal à s'en remettre et elle risque de descendre du statut de fragile à statut de polypathologique dépendant. Vous avez ici un patient A et un patient B, enfin une patiente A et une patiente B. Elles sont pareilles, vous voyez, femme, 78 ans, hypertension artérielle traitée. Bon, c'est une hypertension, elle fait de la tension. Et puis, elles sont autonomes à domicile. Ces deux patientes font une infection du poumon. Il y en a une qui s'en remet très bien. Et puis, il y en a une, vous voyez, elle est perdue pendant quelques jours. Elle tombe dans le service, elle se casse le col du fémur. Elle ne s'est pas rentrée à sa maison tout de suite et elle reviendra chez elle après, plus tard, avec des aides à domicile. Elle aura perdu en autonomie, elle aura perdu en morale et elle coûtera plus cher pour la société. Et vous voyez que cette patiente était en fait fragile, mais on ne le savait pas parce qu'en termes de présentation, elles étaient exactement pareilles avant de faire l'infection pulmonaire. Alors pourquoi c'est important aussi de repérer les fragiles? Vous voyez ici, la période de grippe va arriver. Qui s'est fait vacciner contre la grippe? Allez-y, il est encore temps, hein. Jusqu'au 31 janvier, vous pouvez y aller. Le vaccin contre la grippe n'est pas forcément efficace à 100%, il ne l'est pas de toute façon, il est à 30%, mais il peut protéger un certain nombre d'entre vous, donc faites-vous vacciner. Vous voyez ici qu'un vigoureux qui fait une grippe, il peut avoir 80 ans et être en ce qu'on appelle en situation de vigoureux robuste ou de vieillissement réussi, c'est-à-dire il est comme quelqu'un de jeune. Il fait une grippe, pendant quelques jours, c'est sa fonctionnalité. Pendant quelques jours, il ne va peut-être pas se laver aussi bien qu'avant, il va peut-être manger dans son lit avec ses doigts, et puis c'est tout. Et puis vous voyez que ça ne va pas être une catastrophe en termes de perte d'autonomie, ça ne va pas durer longtemps, et il va remonter au même niveau. Un fragile, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme la patiente dont je vous ai montré tout à l'heure. Elle va faire la grippe, elle va faire l'infection pulmonaire, pouf, elle ne saura plus du tout se laver, plus du tout se lever, plus du tout manger. Et puis, ça va prendre un certain temps et cette personne ne va pas remonter au niveau d'autonomie qu'elle avait avant de faire l'épisode aigu. Et donc, elle va se retrouver en situation dépendante, c'est-à-dire il va falloir faire passer une infirmière tous les jours pour l'insuline, pour préparer le traitement, pour laver les pieds, pour laver le petit bassin. Et donc, cette situation de fragile, c'est là aujourd'hui un enjeu majeur de savoir repérer ces patients. Mais je le répète, pas de prise de sang possible, parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas. C'est pour ça qu'on a besoin de vos dons, c'est pour ça qu'on a besoin de la recherche, pour essayer d'avancer dans l'aide au diagnostic de la fragilité, pour pouvoir justement repérer ces fragiles. C'est quoi l'intérêt de repérer ces fragiles? Voilà l'intérêt de repérer ces fragiles, c'est que vous avez toujours ces trois états, les vigoureux, les fragiles et les dépendants. Et regardez ce qui se passe, c'est que les fragiles, c'est réversible, les dépendants, c'est pas réversible. Les dépendants, c'est la gériatrie, c'est la polypathologie, on accompagne les maladies qui sont là, les problèmes de décompensation d'organes les uns après les autres. Les fragiles, si on les repère, on peut les remonter, mais il faut que le fragile soit aussi d'accord pour être remonté. Alors ça, si vous tapez « programme de vie » sur Internet, vous allez avoir ces belles images qui finissent pas forcément aussi belles qu'elles commencent. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le vieillissement actif. Et si cela, c'était avant. Et on peut donc décider de bien vieillir, de vieillir bien, en tout cas de mettre toutes les chances de son côté pour bien vieillir. Et c'est là où on parle de vieillissement actif. J'ai décidé de bien vieillir. La nutrition, je vais en parler très très peu parce que le docteur Jean-Michel Le Cerf va faire une conférence tout à l'heure sur la nutrition. C'est aujourd'hui la mobilité. C'est marche, marche et marche.
fais de la marche nordique, fais du vélo, en tout cas, fais une activité physique, garde une activité physique, force-toi, fais-toi violence. Il y a quelques années, dans les congrès de gériatrie et de vieillissement, c'était « il faut tout faire pour rester à la maison ». Non, aujourd'hui, c'est tout faire pour rester mobile absolument et bien entendu accompagné d'une alimentation adaptée. Toute sa vie, on apprend à essayer de se freiner pour ne pas être trop gros, pour ne pas être obèse, pour ne pas être diabétique. Quand on passe à un état supérieur de vieillissement, notamment l'état de fragile, c'est tout l'inverse. C'est manger les protéines pour pouvoir faire du muscle ou garder du muscle et rester dans la situation ou remonter en situation de vigoureux. Donc là, vous voyez, c'est au cours du vieillissement ce qui se passe si on se laisse aller en termes de population générale. Vous avez la masse musculaire qui diminue, la force musculaire et également la puissance musculaire qui diminue de manière quasiment inéluctable si on se laisse aller. Là, vous voyez ici un muscle de sujet actif, un muscle de sujet pas actif. Et en revanche, vous avez également la même chose au cours du vieillissement. Et c'est ce qu'on appelle, donc vous connaissez tous l'ostéoporose. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission scandaleuse il y a 2 semaines à peu près, où ils ont dit que l'ostéoporose était une maladie inventée par l'industrie du médicament. Je vous propose d'aller voir aux urgences ce soir combien de personnes vont arriver pour fracture du col à cause de l'ostéoporose. C'est une maladie qui existe. Et une nouvelle pathologie est de plus en plus prise en charge et diagnostiquée le plus tôt possible. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie, c'est la dénutrition du muscle. Vous voyez ici, c'est une tranche de gigot, d'accord ? En fait, c'est un scanner sur la coupe de la cuisse. Si on fait un scanner sur la coupe de la cuisse à 25 ans, vous voyez, vous avez l'os ici, vous avez le muscle, et puis vous avez un petit peu de peau et un petit peu de gras. Et de manière quasiment inéluctable, ce d'autant plus qu'on est sédentaire, vous voyez que la part du muscle diminue et la part du gras augmente. Et ça, c'est quelque chose de bien connu au cours du vieillissement. On augmente sa masse grasse et on diminue sa masse maigre. Et il faut lutter contre ça. C'est quoi ? C'est marche, marche et marche. Ce n'est pas inéluctable. On reprend la même chose ici. Vous avez ici quelqu'un de 40 ans qui est triathlète. Vous avez quelqu'un de 74 ans qui est ici un homme sédentaire. Là, tout le monde ne peut pas être triathlète à 70 ans, mais vous voyez qu'à 70 ans, un triathlète, il a exactement la même masse musculaire que quelqu'un de 40 ans. Ça veut dire que ce n'est pas inéluctable. Ça veut dire que, là c'est exagéré bien sûr, parce que des triathlètes de 70 ans, il n'y en a pas tous les jours, mais ça veut dire que si on garde une activité physique, eh bien, on peut garder une répartition de la masse maigre et de la masse grasse tout à fait correcte, et on peut se mettre à l'abri du vieillissement, d'être fatigué, de ne plus avancer. Et vous vous doutez que si quelqu'un fait une chute pour une raison ou pour une autre, avec ça ici, on ne se casse pas le col du fémur, avec ça, on se casse le col du fémur quand on tombe. La vitamine D, je vous en ai parlé, il faut vous supplémenter. En général, c'est au moins 2 ou 3 ampoules par an. Le dosage coûte 15 €, l'ampoule coûte 2,15 €. Donc demandez à votre médecin traitant, il vaut mieux vous prescrire des ampoules plutôt que de faire doser la vitamine D. On est tous carencés, même quand on revient du soleil. Là, c'est ce qu'on va faire donc à l'Institut Pasteur. On va proposer un bilan longévité, c'est-à-dire qu'on va faire une photographie de tout ce qui est connu des maladies classiques et des facteurs de risque classiques, tabac, obésité, diabète, hypertension et ainsi de suite. Mais on va aller beaucoup plus loin et on va proposer la densitométrie osseuse pour rechercher l'ostéoporose à tout le monde. C'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent, l'ostéoporose, qui est sous-diagnostiqué et qui fait que les gens se cassent facilement les os, notamment le col du fémur ou les poignets ou les vertèbres. Et donc, cet examen sera fait systématiquement à toutes les personnes qui viendront faire un bilan longévité à l'Institut Pasteur. Alors là, ça vous paraît compliqué, mais je vais vous l'expliquer. C'est des méta-analyses. C'est-à-dire qu'on a pris ici toute une série d'études. Tout ça, c'est autant d'études internationales, scientifiques qui ont été publiées. Et puis, je vais appuyer ici, regardez bien ce qui va se passer. Vous avez une ligne qui apparaît ici. C'est une ligne qui dit que tout ce qui est à gauche, il n'y a pas de lien entre... Enfin, si on était sur cette ligne-là, ça veut dire qu'il n'y aurait pas de lien entre activité physique et maladie de la mémoire. Si on part vers la gauche, ça veut dire que quand il y a activité physique, il n'y a pas de problème de mémoire. Et si on est à droite, c'est l'inverse. Et là, vous voyez que la plupart des points qui sont à gauche veulent dire que chaque étude a démontré que faire une activité physique protégeait
d'un problème de mémoire. Alors ça peut être un problème simple de mémoire, ça peut être un problème plus grave comme la maladie Alzheimer, mais cette méta-analyse, c'est-à-dire analyse de beaucoup d'études, démontre qu'il y a un lien entre activité physique et moins de troubles de la mémoire. Activité cérébrale, c'est pareil, il faut faire marcher ses muscles, il faut faire marcher ses os, et il faut également faire marcher son cerveau. Le professeur Philippe Amouyal en parlera bien mieux que moi tout à l'heure. Hein. Des fois, on dit vulgairement, c'est comme un muscle, il faut le faire travailler. Et là, c'est pareil, il faut tout le temps faire marcher son cerveau. Et d'ailleurs, les Chinois viennent nous voir pour essayer de comprendre mieux le vieillissement de la population. Eux, ils font en 30 ans ce que la France a fait en 100 ans. Donc, vous imaginez le nombre de problèmes de mémoire qui va arriver en Chine. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument garder, se forcer de garder une activité cérébrale significative. Vous voyez, cette femme ici, elle regarde par la fenêtre. Son activité cérébrale est certainement diminuée. Elle n'a pas l'air très heureuse. Elle est certainement en plus avec un syndrome dépressif du sujet âgé. Et donc, il est important de faire marcher son cerveau. Là, vous voyez, c'est des différents niveaux d'activité cérébrale et l'effet sur la mémoire globale. Et vous voyez que plus on monte l'activité cérébrale chez la personne âgée, mieux les tests de mémoire sont conservés. Donc, c'est quelque chose qu'il faut faire travailler. Il faut se forcer à faire travailler sa mémoire. C'est pareil, l'activité cérébrale, on peut la faire tout seul dans son coin, on peut la faire en jeu de société. Il y a beaucoup d'applications qui sont en train de se développer. Il y a beaucoup de start-up qui misent aussi sur ce marché de l'activité cérébrale. Et là, vous voyez qu'ici, il y a en plus une activité sociale parce qu'ils ont l'air d'interagir avec d'autres personnes et puis certainement que ces personnes se parlent entre elles. La vue et l'audition, c'est indispensable. Les gens qui entendent mal, il faut se faire appareiller le plus tôt possible. Le lien entre troubles de l'audition et troubles de la mémoire, il est fait, il est validé. Le lien entre troubles de la vue et troubles de la mémoire, il est fait, il est validé. Les personnes en consultation qui me disent « Oh, mais docteur, de toute façon, pour ce que je fais, je ne vais pas aller me faire opérer de la cataracte. » C'est tout l'inverse. Faites-vous très vite opérer de la cataracte. C'est rien une intervention de la cataracte. Voir, c'est essentiel pour garder une bonne activité cérébrale et pour se mettre dans une situation de protection, de faire des troubles de la mémoire. Les appareils auditifs, ça coûte cher, c'est vrai, mais ils sont de plus en plus performants. Il y a moins d'effets arsène, effets désagréables. Ils sont de plus en plus petits et ils coûtent de moins en moins cher. Mais c'est pareil, faites tout pour essayer de garder autour de vous, s'il y a des personnes qui entendent mal, de garder une audition tout à fait optimale. Et ça, ce sont des choses qu'on va dépister également dans le cadre du bilan longévité à l'Institut Pasteur. Hein. La presbytie, la cataracte et puis la DMLA, par différentes techniques, hein, avec, vous voyez ici, des appareils que l'on est en train d'acheter, on est en train de se former, parce qu'on n'est pas ophtalmologiste, on est en train de se former pour justement pouvoir faire ces bilans longévité et proposer aux patients d'aller se faire opérer ou d'aller voir un ophtalmo ou un ORL s'il y a des problèmes de vue ou d'audition. La presbyacousie, c'est pareil. Régulièrement, on vous fait des tests, vous savez, dans le silence. Au cours du vieillissement, ça n'a aucun intérêt. Au cours du vieillissement, on appelle ça la presbyacousie. C'est l'effet cocktail party. C'est-à-dire que quand tout le monde parle, il y a une espèce de brouhaha. Vous n'arrivez même pas à entendre la personne qui est en face de vous. Vous faites ça pour mieux l'entendre. C'est l'effet cocktail party. Et ça ne s'évalue absolument pas dans le silence avec un casque, mais ça s'évalue dans le bruit. Et là, c'est pareil, on est en train de créer à l'Institut Pasteur, dans le cadre du bilan longévité, ce genre de pièce. Hein, vous voyez, le patient sera là avec toutes ces enceintes qui vont faire comme s'il y avait une boum. Et puis, il y a des phrases qui vont être données comme ça et le patient devra répéter la phrase et on verra s'il y a un effet cocktail party ou pas et s'il y a une presbyacousie. Et s'il y a presbyacousie, il y aura adressage vers l'ORL pour bilan déjà cette presbyacousie et puis certainement appareillage chez un audioprothésiste pour se mettre à l'abri de mal vieillir, notamment sur le plan de la mémoire à cause de la surdité. Et là, c'est pareil, c'est des études qui sont assez récentes qui démontrent le petit p, plus il est petit, plus ça veut dire que la différence est importante. Et vous voyez ici, c'est le score de mémoire en fonction des gens qui entendent bien. Au cours du vieillissement, il y a certes une petite perte de la mémoire, mais si vous avez en plus une perte auditive par rapport à quelqu'un qui a une audition normale, ben vous voyez que les scores de mémoire diminuent de manière plus importante quand vous avez une perte de l'audition.
Être bien avec les autres, hein, l'activité sociale. Donc je pense que si vous êtes là, vous êtes en activité sociale. Sinon, vous seriez chez vous et vous ne seriez pas sorti. Donc vous faites du bien vieillir ce soir avec nous et je vous en remercie. Et c'est quelque chose qu'il faut absolument préserver. Il faut se forcer. Des fois, on n'a pas envie de sortir, j'ai pas envie d'y aller, je reste chez moi, je suis fatigué. Non, non, faites-vous violence, sortez. Hein, je reprends encore cette petite dame qui est toute seule, qui est derrière sa fenêtre, volontairement ou malheureusement très souvent involontairement, mais c'est pareil, il faut garder des activités sociales, ça peut être autour d'une table, ça peut être autrement. Le tai chi, hein, vous savez que les Chinois font énormément de tai chi, et là c'est le triple effet, non pas Kiss Cool, mais le triple effet du tai chi. Vous avez l'activité physique, vous avez l'activité sociale, et puis vous avez l'activité cognitive, parce qu'il y a une certaine chorégraphie qu'il faut retenir ici. Les nouvelles choses qui sortent depuis quelques années, le sommeil. Aujourd'hui, le lien trouble du sommeil et maladie de la mémoire est en train de se faire petit à petit. Il y a des études qui le démontrent. Alors, elles sont plus ou moins sérieuses, plus ou moins grandes, mais on a vraiment l'impression que trouble de mémoire et trouble du sommeil, il y a un lien. Les médicaments. Il y a beaucoup de médicaments qui sont maintenant, on le sait, délétères, surtout quand il y en a trop chez la personne vieillissante. La rigidité artérielle et également la glycation de la peau, c'est un vieillissement de la peau qui est un marqueur de risque vasculaire, également un marqueur de risque de diabète. Donc là, c'est pareil que tout à l'heure, c'est une méta-analyse. Vous voyez, c'est le lien entre troubles du sommeil et diminution de la mémoire. Donc là, vous voyez que le lien, il est à droite, et donc il y a un lien. Toutes ces études qui sont à droite du trait bleu démontrent qu'il y aurait ou qu'il y a un lien entre troubles du sommeil et troubles de la mémoire. Les médicaments, 15% des hospitalisations des personnes âgées sont directement liées à un effet secondaire d'un médicament qui a été mal prescrit, mais souvent, ce n'est pas ça chez la personne âgée, c'est qu'on n'a pas su déprescrire. On parle de nettoyage, de toilettage de l'ordonnance ou révision de l'ordonnance. C'est-à-dire qu'au cours du vieillissement ou du grand vieillissement, il faut savoir arrêter des médicaments. Vous avez été hypertendu à 60 ans, à 70 ans. Si vous voyez que votre tension elle commence à diminuer alors que vous avez le même traitement, c'est certainement qu'il faut arrêter un traitement. Il faut vraiment savoir arrêter les traitements au cours du bien vieillir. Donc ça, c'est ce qu'on va faire également à l'Institut Pasteur dans le cadre du bilan bien vieillir. C'est la rigidité artérielle. Aujourd'hui, l'infarctus du myocarde, je ne vais pas dire que c'est au musée, mais c'est quelque chose qu'on gère très bien. À peine 2%, même si c'est beaucoup, à peine 2% de mortalité. En revanche, ce qui est annoncé, c'est l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection normale. C'est un cœur qui a poussé pendant des années sur un système artériel qui a vieilli et qui est devenu rigide. Donc ça, on va détecter la rigidité artérielle le plus tôt possible au cours de la vie et on pourra donc assurer un suivi cardiaque après par le cardiologue pour prévenir la survenue de cette insuffisance cardiaque. Ici, c'est la glycation de la peau. Vous mettez simplement votre bras sur cette petite gouttière et on vous donne une norme. Est-ce que vous êtes dans la norme ou pas du risque vasculaire ou du risque de devenir diabétique? Bien vieillir ou vieillir bien, ça c'est toujours pareil. On parle de vieillissement réussi, ça se réfère à l'individu qui garde toutes ses capacités physiques et mentales et qui est autonome et socialement actif. Vieillir bien ou bien vieillir, je trouve que c'est un peu dur parce que ça répond à des normes, alors que vieillir bien, on peut être totalement en dehors des normes, mais rester bien. Il y a des gens qui, on le voit à l'hôpital, des fois sont vraiment dans des situations où nous, on ne serait pas bien, mais ces personnes restent bien parce qu'elles avaient des repères, un cadrage qui est différent du nôtre. Et je pense que l'important, c'est certainement de vieillir bien. Donc ça, c'est l'histoire du vieillissement. Il y avait les hospices. Après, on a défini les syndromes de la personne âgée. On a défini la fragilité. Et là, voilà où on en est aujourd'hui de l'histoire du vieillissement. C'est la prévention. C'est repérer le plus tôt possible les facteurs de risque de mal vieillir, les situations à risque de mal vieillir, les comportements à risque de mal vieillir, avec la priorité absolue, c'est la mobilité. Donc voilà ce qui est en train de se créer à l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur prend une orientation globale sur la longévité avec les équipes de recherche fondamentale sur la longévité, les équipes de toxicologie et de sécurité microbiologique qui seront sur pollution et environnement, et puis le centre de prévention santé-longévité que j'ai le plaisir d'animer, qui sera centré sur la prévention pour le bien vieillir avec ces 4 services et puis ce qu'on appelle ce parcours longévité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce parcours longévité? Des bilans de santé classiques et puis on va quantifier
tout ce que je viens de vous montrer. L'activité physique, l'activité cognitive, la nutrition, le sommeil, la densité osseuse pour l'ostéoporose et ainsi de suite. Et puis, on va proposer une prise en charge. Alors, soit le patient sera pas malade, pas de problème, c'est tout suivi classique chez son médecin traitant, soit le patient, on aura dépisté un problème plus grave, et bien, il ira avec son médecin traitant ou voir un spécialiste où on prendra en charge au CHRU de Lille, qui est notre partenaire. Ou sinon, si on a juste dépisté des facteurs de risque, des situations ou des comportements à risque, on proposera un coaching pour apprendre, éducation à la santé aux patients, de se remettre en situation de non-risque de mal vieillir. C'est-à-dire que si on repère des fragilités, on proposera, on donnera les clés pour remonter dans les robustes et vigoureux. Voilà, donc ça c'est juste un petit résumé, c'est les 5 biens du vieillissement, où ça pourrait être par la main, hein, vous vous souvenez de Michael Young, si je me souviens bien de sa chanson, et vous voyez que c'est bien dans ma tête, bien avec les autres, donc ça c'est l'activité cognitive, l'activité sociale, l'activité physique, la nutrition, et puis les organes neurosensoriels, bien voir et bien entendre. Je vous remercie.